Bienvenue à cette session organisée par Hanan Yaqoubi, qui est résidente de l'IAS. C'est la deuxième session de son intervention. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux collègues. Alors, pour ceux qui le savent, qui ne le sauraient pas, l'IAS a pour vocation d'avoir une approche transdisciplinaire, mais aussi de travailler avec toutes les entités, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, avec lesquelles on peut construire des choses. Donc là, c'est un exemple concret avec l'intervention du professeur Zerban qui va commencer la présentation dans quelques instants. Et on a même... pardon, il était là, pardon, Ilyes qui vient de Montréal. Et donc le but de cette présentation que va présenter Hanan, c'est de parler du marché de la 3D et de la 4D. Et comme je disais, c'est la deuxième session de ce cycle. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie pratique. Elle va vous donner le mode opératoire. On vous demandera, pour ceux qui le souhaitent, de ramener leur ordinateur pour installer les logiciels, pour passer vraiment à la partie pratique. Et je remercie Bouzienne qui va gagner le prix de l'assiduité. et je vous remercie d'être là. Et je vous donne la parole à Hanan. Merci beaucoup, Professeur Tiazi. So, hello everyone. Thank you for your presence. Today we are glad to invite our two professors of mechanical engineering, experts in additive manufacturing and 3D printing. We have with us today Professor Khalid Zerban from University Hassan II, Casablanca. Also we have Professor Ilyes Tabii from École supérieure des technologies from Quebec, Canada. Our Professor Khalid Zerban is also the president of Association of 3D Printing here in Morocco. They organize every year CASICAM conference about additive manufacturing. D'ailleurs, demain, ce sera, Inch'Allah, l'ouverture de l'opening de la conférence CASICAM. Also, Professor Ilyes Tabii is always active. He is very open about. He creates every year a lot of projects of collaboration between Canada and Morocco. He is very open, so he is here to collaborate with you if you are some proposition. And that's all. So we start with you, Professor Professor Khalid Zerban. So à vous la parole. It will be in French, okay. So, d'accord, merci Madame Yaqoubi Hanan. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vais commencer par remercier l'IAS, donc Institute of Advanced Studies, de m'avoir invité. Je remercie également le docteur ingénieur Hanan Yaqoubi qui a pris l'initiative d'organiser ce webinaire. Et donc, j'ai choisi comme titre à ma présentation. Merci pour la présentation. Donc, j'ai choisi comme titre à ma présentation l'impression 4D et les matériaux intelligents, une révolution technologique. Alors, pour commencer, imaginez un monde où les objets peuvent changer de couleur, de forme et de fonction selon leur environnement. Un monde où les matériaux peuvent s'adapter, se réparer et se transformer de manière autonome. C'est le monde de l'impression 4D et des matériaux intelligents, une révolution technologique qui ouvre la voie à une nouvelle génération d'objets qui peuvent interagir avec leur environnement de manière intelligente. Donc créant ainsi de nouvelles possibilités, opportunités pour l'industrie, la médecine, l'énergie et bien d'autres domaines. Alors lorsqu'on parle de l'impression 4D, on parle d'un marché dont la taille est évaluée à presque 3 700 millions de dollars d'ici 2030 et un taux de croissance annuel moyen de 42% au cours de la période 2024-2030. Alors cette croissance exponentielle du marché de l'impression est surtout stimulée par plusieurs facteurs tels que la demande croissante des solutions de fabrication innovantes, le progrès de la science des matériaux permettant d'obtenir des propriétés dynamiques et la recherche de méthodes de production rentables pour faire face à une concurrence mondiale. Alors, c'est quoi l'impression 4D? Alors, l'impression 4D, c'est une forme avancée de fabrication additive qui combine les principes de l'impression 3D avec l'utilisation de matériaux intelligents pour fabriquer des structures capables de changer d'aspect, de forme,
de propriétés et de fonctionnalités au fil du temps en réponse ou en réaction à des stimuli présents dans leur événement. Donc le terme 4D fait référence à la quatrième dimension, à savoir le temps, mettant en évidence le comportement dynamique de ces structures. Alors, bien sûr, l'impression 4D a pour origine l'impression 3D, et donc on ne peut pas développer l'impression 4D sans parler de l'impression 3D. Alors, selon la norme NF E67001, l'impression 3D est définie comme étant l'ensemble des procédés permettant de fabriquer, couche par couche, par ajout de matière, un objet physique à partir d'un objet numérique. Donc, tout commence par la création d'un modèle 3D de l'objet. Ensuite, ce fichier, on va créer un fichier numérique qui par la suite va être transformé en un code G qui sont des instructions qui vont être données à la machine pour fabriquer l'objet couche par couche. Et donc, autrement dit, l'impression 3D est la technique de fabrication qui consiste à créer des objets couche par couche à partir d'un modèle 3D. Et donc ici, vous avez une illustration d'un procédé qui montre un peu comment l'objet est créé couche par couche. D'accord. Alors, bien sûr, encore une fois, donc la norme ISO a classé les techniques d'impression 3D, qui sont nombreux, en 7 catégories en fonction des mécanismes physiques utilisés pour la transformation des matériaux. Parmi ces classes, il y a celles qui transforment la matière solide, notamment ici l'extrusion de matériaux et le laminage de feuilles. Vous avez des techniques qui utilisent la matière liquide, donc la photopolymérisation qu'on appelle aussi la stéréolithographie. Vous avez le jet de matériaux, vous avez aussi le jet de matériaux. Et vous avez des techniques qui utilisent la poudre, donc la fusion sur les deux poudres, le dépôt d'énergie, d'énergie, et vous avez le jet de liant. Alors, c'est quoi en fait la différence entre l'impression 3D et l'impression 4D? De toute évidence, donc il y a un D en plus par rapport à l'impression. Donc, le 4D, il y a un D en plus par rapport à l'impression 3D. Et c'est le D en fait qui crée toute la différence. Donc, l'impression 3D, il permet de créer avec des matériaux qui sont ordinaires, donc les polymères, les métaux, la résine et la céramique, des structures statiques, tandis que l'impression 4D utilise un matériau intelligent qui, en présence d'un stimuli dans son environnement, se transforme et permet ainsi de créer des structures dynamiques dites intelligentes. Et donc cette technologie, elle a le potentiel de révolutionner un large éventail d'industries, de l'architecture à la construction, en passant par la mode, de l'architecture et la construction à la mode, en passant par la médecine et la robotique. Alors, c'est quoi un peu les bases de l'impression 4D? Alors, les éléments de base de l'impression 4D comprennent les procédés d'impression, ça on l'a compris, les stimuli, les matériaux stimuli réactifs, le mécanisme d'interaction et la modélisation mathématique. Alors, par mécanisme de déclenchement, on sous-entend le processus de programmation au cours duquel le matériau est transformé, déformé, pour prendre une forme temporaire. Tandis que la modélisation mathématique, c'est le processus qui définit la distribution du matériau et sa structure nécessaire pour obtenir la transformation, le changement de forme souhaité. Et donc, ce processus de modélisation mathématique est intrinsèquement lié à la conception globale de la pièce, elle-même liée au modèle de conception assisté par ordinateur. Alors, le processus général d'impression 4D comprend les étapes suivantes. Tout d'abord, on commence par un modèle de conception assisté par ordinateur concret, définissant la forme souhaitée, les propriétés et le comportement de transformation de l'objet en 4D. Ensuite, on va sélectionner le matériau intelligent approprié en fonction de la réponse souhaitée et de leur compatibilité avec le processus d'impression 3D, parce que tous les matériaux ne sont pas imprimables. Ensuite, le modèle CAO est converti en instruction numérique qui guide une impression 3D pour déposer les matériaux choisis, couche par couche, formant ainsi la structure de l'objet. Il y a une étape de post-traitement qui consiste qu'une fois l'impression 3D terminée,
l'objet va subir une étape de post-traitement pour activer les propriétés de changement de forme des matériaux intelligents intégrés. Cela peut impliquer l'exposition de l'objet à des stimuli spécifiques. Alors cette activation provoque la déformation, la transformation ou la reconfiguration de l'objet vers sa forme finale, soit de manière instantanée, progressive, selon les matériaux et les mécanismes de déclenchement. Alors, différentes techniques d'impression 3D ont été adaptées à l'impression 4D, chaque méthode offrant des avantages et des inconvénients et des limites spécifiques selon les matériaux utilisés et l'application souhaitée. Donc, on a, dans un premier temps, on va expliquer la FDM. Donc, la FDM, c'est la fabrication par filament fondu. On l'appelle aussi donc FDM, Fused Deposition Modeling, mais aussi on l'appelle la fabrication par filament fondu, FFF, qui est une technique d'impression très répandue qui implique l'extrusion d'un filament thermoplastique à travers une buse chauffée, donc la buse chauffée, qui dépose le matériau couche par couche pour créer l'objet désiré. Alors ensuite, nous avons l'écriture directe à l'encre, c'est ce qu'on appelle direct ink writing, et une technique d'impression basée aussi sur l'extrusion, mais applique le dépôt d'une encre visqueuse contenant souvent des particules ou des fibres pour créer la structure souhaitée. On a la stéréolithographie, SLA, qui est la première technique inventée et qui utilise un laser pour polymériser, couche par couche, et de manière sélective, une résine thermosensible. On a ensuite le traitement numérique de la lumière, DLP, je crois Direct Light Processing, qu'on l'appelle aussi la photopolymérisation VAT, qui est similaire à la SLA, mais cette fois, on va utiliser un laser, on va utiliser de la lumière au lieu d'utiliser un laser pour polymériser la résine. Vous avez le frittage sélectif par laser, SLS, qui est une technique d'impression 3D à base de poudre qui utilise un laser pour friter et fusionner ou fusionner sélectivement des matériaux en poudre couche par couche. Alors ensuite, vous avez la projection de multimatériaux MG, multimatériel GTN, qui implique le dépôt simultané de plusieurs matériaux au cours du processus d'impression. Alors la mise en œuvre réussie de ces techniques d'impression 4D repose sur une sélection minutieuse des conditions opérationnelles et des paramètres du procédé en tenant compte du ou des matériaux, la géométrie de l'objet imprimé et l'application finale souhaitée. Alors parmi ces techniques, il y a ceux qui sont destinés à l'utilisation d'un seul matériau, tandis que d'autres peuvent utiliser plusieurs matériaux. Par exemple, le Fused Filament Fabrication, Direct Ink Writing, MG et SLA peuvent utiliser, MG et DWFF peuvent utiliser plusieurs matériaux, tandis que les SLA, le DLP et le SLM, donc on ne peut pas associer plusieurs matériaux au niveau du processus d'impression. Alors concernant les stimuli, les principaux stimuli utilisés en impression 4D, vous avez donc la température, la lumière, l'humidité, la valeur du pH, la température et l'électricité. Alors chacun il a ses avantages et ses limites et ses applications. Alors lorsqu'on a cherché un peu dans la littérature, on a trouvé que le plus utilisé dans les travaux de recherche, c'est la température, plus étudiée. Donc la température, suivie par la lumière, ensuite l'eau, le champ magnétique, le pH et enfin l'humidité. Donc l'humidité, c'est le stimuli qui est le moins utilisé au niveau de la recherche scientifique. Alors, chaque stimuli est à l'origine de transformations dans les matériaux intelligents. Selon leur réponse à un stimuli, les matériaux intelligents appartiennent à l'un des groupes suivants, et donc fournis par les matériaux intelligents, et qui est résumé dans la figure suivante. Alors, vous avez les matériaux qui changent de forme, donc ils réagissent au stimuli par contraction et expansion. Certains d'entre eux présentent simplement un changement de taille, par exemple l'hydrogel, les matériaux piézoélectriques. D'autres, comme le matériau à mémoire de forme, réagissent en changeant de forme. Vous avez ensuite les capteurs optiques. Ce sont ceux dont la réponse est généralement un signal pouvant... les capteurs optiques, ce sont les matériaux dont la réponse est perceptible optiquement. Donc ils vont soit
lorsqu'ils sont stimulés, soit ils vont changer de couleur, ou ils vont émettre de la lumière. Vous avez ensuite les convertisseurs, donc ils vont convertir et donner une réponse qui est généralement un signal, pouvant servir à stimuler à d'autres matériaux à mémoire de forme et fournir des informations sur l'état d'un milieu. Donc vous avez le champ magnétique qui se transforme en électricité ou le contraire, donc la lumière qui se transforme en électricité, etc. Le gradient de température qui se transforme en électricité pour les thermoélectriques, etc. Et vous avez une dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les changeurs d'état. Les changeurs d'état sont ceux dont l'état change en réponse au stimulus approprié. Donc ils peuvent changer complètement d'état. On parle de fluides électromagnétiques rhéologiques et les fluides rhéoapécissants comme exemple. Ah pardon, j'ai ici donné une liste des stimulus qui sont très utilisés en impression 4D. Donc on a les polymères à mémoire de forme, les algériages à mémoire de forme, les hydrogels. Vous avez les polymères électroréactifs, les matériaux piezoélectriques, les matériaux thermoélectriques, etc. Et donc la liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres matériaux qui sont en cours d'élaboration qui vont apparaître dans cette liste. Et donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Alors les transformations dans les métaux intelligents sont souvent des déformations. Alors ce slide présente une classification de tous les types de déformations possibles dans l'impression 4D. Il y a du plus simple et basique au plus complexe et multiple. Alors ces déformations peuvent être rendues possibles en incorporant par exemple des charnières fabriquées à partir de métaux intelligents à des endroits précis de la structure. Par exemple ici, une charnière intelligente donc, qui provoque un pliage de la structure. Et on voit ici des exemples qui montrent que la déformation peut changer en fonction de l'emplacement et du nombre de charnières impliquées ou intégrées dans la structure. Alors, pour générer une transformation, l'intégration parfois d'un seul matériau intelligent dans la structure suffit. Dans cet exemple, il s'agit de la cellulose qui a été utilisée comme matériau moteur de la transformation dans un environnement aquatique, dans l'eau. Il s'est avéré que la cellulose est l'une des matières premières idéales pour préparer des polymères de forme qui réagissent à l'eau, d'autant plus que la cellulose elle est en abondance dans la nature et elle est biodégradable. Alors ensuite, ça bloque. Pardon. Ensuite, on peut être amené, pour générer une déformation, à associer un matériau à mémoire de forme à un substrat qui présente une différence au niveau de la déformation thermique. Et en fait, c'est cette différence qui crée la déformation. Ici, l'exemple d'un polystère imprimé en 3D sur un substrat en papier pour produire un doigt. Et la déformation du substrat en papier dans un environnement thermique étant beaucoup plus faible que celle du polystère, lorsqu'ils sont chauffés, cette différence est à l'origine d'une flexion perpendiculaire à la fibre d'impression du doigt. Alors, ainsi, lorsque les 3 doigts sont chauffés, ils se déforment en se pliant pour saisir l'objet cible. Un autre exemple, mais cette fois donc, qui montre un peu que grâce à la technologie d'impression 4D, il est possible non seulement de réaliser des changements de la forme de la structure grâce à un stimulus externe, mais aussi réaliser des changements de propriétés physiques et chimiques. Ici, l'exemple d'une fleur imprimée en 4D par un polymère qui peut changer de couleur et de forme simultanément avec la température. Ainsi, nous avons une double réponse à un seul stimulus. Alors ici, la déformation des composants imprimés en 4D sous l'effet de la chaleur peut être unidimensionnelle, il peut être également bidimensionnel. Ici, il est tridimensionnel. Donc ici, vous avez un composant imprimé en 4D avec un polymère à mémoire de forme capable de s'auto-plier et s'auto-enrouler sous l'effet de la chaleur. Alors cette transformation tridimensionnelle de ce matériau élargit l'utilisation des composants imprimés en 4D, surtout dans le domaine médical et dans le textile.
Ici, vous avez l'exemple d'un projet activé et contrôlé par le biais d'un champ magnétique. Il s'agit des ailes d'un papillon imprimé en 3D avec un matériau composé de mélange de la poudre de fer et un polymère organominéral, et qui peuvent effectuer un battement rapide sous l'effet d'un champ magnétique externe. Le processus de déformation est achevé en 0,7 secondes. Alors, en général, les composants d'impression 4D à entraînement magnétique ont souvent une vitesse de réponse plus élevée, ce qui montre qu'il est possible de les utiliser dans les dispositifs qui demandent une réponse très rapide. Alors, ici, nous avons un exemple de la technologie d'impression 4D pilotée par la lumière. Dans cet exemple, on utilise le polystère comme polymère à mémoire de forme, thermosensible, pour fabriquer une charnière qui se plie automatiquement en réaction à la lumière infrarouge, grâce à un mécanisme de conversion de l'énergie lumineuse en énergie thermique. Et donc ici, la technologie d'impression 4D pilotée par la lumière permet un contrôle précis et à distance. Toutefois, cette méthode de pilotage est susceptible d'échouer lorsque le composant est bloqué ou que la transparence du matériau d'impression n'est pas bonne, ce qui limite ses utilisations, ses applications. Alors dans cet exemple-là, la déformation est créée par la variation de la valeur du pH. Et donc vous avez ici le schéma de principe qui montre l'impression 3D à l'aide de la technique DIW d'un système à deux matériaux composés de schistophane et de carboxyméthyle cellulose réticulé avec de l'acide citrique à 140 degrés Celsius. Alors le graphique en face, il montre la flexion atteinte par la structure bicouche imprimée en 3D à différentes valeurs de pH. Donc ici, on voit que ça change il change de forme en fonction de la valeur du pH. Alors cette technique, grâce à ce procédé, on a pu réaliser une valve intelligente artificielle en hydrogel bicouche qui s'ouvre dans un sens dans un solvant acide et qui s'ouvre dans l'autre sens en solution alcaline. Ainsi, les liquides et les objets peuvent passer à travers, donc en fonction du sens d'ouverture. Alors, toutes ces transformations, bien sûr, sont régies par des lois. Et des chercheurs ont identifié 3 lois générales qui régissent le comportement de transformation de la forme de presque toutes les structures, même s'il existe de nombreux matériaux et stimules. Ces lois ont pour but, ici, donc de, premièrement, comprendre et deuxièmement, de modéliser et de prédire la 4e dimension. Donc là, ça c'est... Donc j'ai un autre slide qui explique ces 3 lois, pardon. Et donc il faut comprendre et prédire à travers ces lois qu'on a pu placer et trouver grâce à la recherche scientifique. Alors ces lois doivent permettre aux designers des structures à base de matériaux intelligents de modéliser et simuler leur comportement. Alors les modèles ainsi créés doivent reproduire le comportement réel de la matière, c'est-à-dire toute déformation doit être physiquement plausible et précise. Donc ils doivent être volumétriques parce qu'on implique la forme. Ils doivent être sensibles parce que tout changement dans l'environnement doit donc être perceptible sur le comportement. Alors par la suite, on va passer à des applications. La première application, on va l'expliquer dans le domaine de l'architecture et de la construction. Alors dans la construction, généralement, l'utilisation de l'impression 4D doit permettre de créer des éléments qui réagissent aux variations d'humidité, de température et aux activités sismiques, améliorant ainsi la durabilité, l'efficacité énergétique et accroître la robustesse structurelle des bâtiments. La figure que vous avez montre un hygromorphe imprimé en 4D avec une mésostructure architecturée comprenant des couches ici actives et des couches restrictives et des couches bloquantes. Alors les photos que vous avez montrent les étapes du mouvement du prototype et vous avez des images accélérées qui montrent le mouvement séquentiel d'un prototype et l'ouverture réussie à 40% d'humidité relative. Alors un prototype d'une façade que vous avez en bas ici, du bâtiment autoformant imprimé en 4D utilisant ce principe. Alors je vais vous présenter par la suite le projet SolarGate
il y a un autre projet que vous pouvez chercher qui s'appelle Hydroscan, qui sont basés sur ce principe. J'espère que la vidéo va marcher. Alors je vais essayer de la... Je ne sais pas, est-ce que ça... Voilà. Pourquoi ça bloque? Ça va marcher? Non. On recommence ou c'est... On continue? Donc on a compris un peu le principe. Alors c'est des chercheurs allemands qui ont développé un système d'ombrage autonome pour améliorer le confort thermique des bâtiments. Le projet est appelé Solar Gaze. Il est constitué d'éléments imprimés en 4D qui s'ouvrent en hiver et se ferment en été. Alors en médecine, et grâce à l'utilisation de matériaux d'impression biocompatibles et à la conception rationnelle de méthodes de déformation, la technologie d'impression 4D peut être appliquée, par exemple, à l'ingénierie tissulaire, aux gouttières médicales, aux stents et au matériel orthodontique. Donc ici, nous avons un polymère à mémoire de forme dans la première figure qui se trouve à gauche, qui a été utilisé pour imprimer des composants de structure lattice, donc on dit généralement en treillis, qui peuvent favoriser la génération des tissus. On voit ici, donc ici en bas, on voit sur l'image des chromosomes attachés à différentes structures de l'échafaudage cellulaire. Donc on voit ici dans la partie en vert. Donc les tissus commencent à se former dans cette zone. Alors ensuite, vous avez un stent en polymère, à mémoire de forme, imprimé sur mesure et qui se délate pour s'adapter à l'artère du patient. Et enfin, vous avez un plâtre en bas qui peut s'adapter au processus de guérison d'un os brisé ou cassé. Alors, l'image suivante est un peu choquante. Et donc, donc c'est un processus où on a utilisé donc, un matériau intelligent. Ici. Donc, dans cette application, donc, on a utilisé l'hydrogel, hautement biocompatible, imprimé par la technologie DLP et qui a été utilisé pour produire des tissus de trachée. Donc un tube respiratoire, puis implanté dans la trachée endommagée d'un lapin. Donc on voit qu'ici le processus de cicatrisation, donc après 8 semaines, et après l'implantation, l'implant s'est intégré naturellement. Et donc le cartilage s'est formé au site prévu. Alors dans l'aérospatial, l'aéronautique et l'automobile, l'impression 4D pourrait être utilisée pour créer des pièces complexes et légères, capables de s'adapter à des conditions changeantes, comme ici des volets à gauche,
des volets d'avion qui s'ajustent à la vitesse et à la direction du vent. Alors en face, vous avez un composant en matériau composite dont la déformation est basée sur la différence entre le coefficient, la différence de coefficient de dilatation thermique entre la fibre contenue et la matrice souple, puisqu'il s'agit d'un composite, et qui peut servir pour fabriquer par impression 4D un panneau solaire intelligent avec efficacité optique maintenue à un niveau élevé. Il peut également être utilisé pour les antennes de satellites, la peau d'avion morphine et d'autres applications exigeant une précision plus élevée de la forme. Donc la forme, il peut changer, il peut s'adapter en fonction de plusieurs paramètres. Alors dans le domaine de la mode et des textiles, donc l'impression 4D a permis de créer des vêtements et des accessoires capables de s'adapter à la forme du corps et à l'environnement de l'utilisateur. Ainsi, on a pu créer, ici en haut à gauche, des textiles 4D en forme de dôme bistable. Ensuite, en bas, vous avez des bijoux qui sont adaptables et en face, on a pu créer à l'aide d'une imprimante 4D et 1600 composants en nylon rigide, un vêtement sans assemblage à l'aide d'un mécanisme de charnière. Donc, et le vêtement, donc, il peut changer de forme grâce à ce matériau utilisé. Et donc, il est stimulé par la température. Alors, il y a un projet qui s'appelle Biologique, que vous pouvez chercher sur Internet, où des chercheurs du MIT Media Lab ont créé une peau biologique réactive dotée de cellules de NATO et qui se dilate et se contracte en fonction de l'humidité atmosphérique, permettant à la peau biologique de se transformer automatiquement lorsque les bactéries sont activées. Et ça, c'est très intéressant comme technique. Et donc, la peau biologique synthétique réagit à la chaleur corporelle et à la transpiration, provoquant donc l'ouverture des rabats, permettant ainsi à la transpiration de s'évaporer et au corps de se rafraîchir naturellement. Donc, on voit ici les rabats qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de la température, de la chaleur. Alors ensuite, un groupe au Japon a travaillé sur les chaussures. Donc ils ont conçu et réalisé 3 types de chaussures. Les chaussures gonflables, les chaussures pliables et les chaussures qui sont réalisées à partir d'un matériau à mémoire de forme qui s'adapte aux pieds. Et donc ça, c'était pour la mode et le textile. On passe maintenant à des applications dans le domaine de la robotique. Donc, aussi l'impression 4D pourrait être utilisée pour créer des robots capables de s'adapter à leur environnement, comme un robot capable de changer de forme pour naviguer dans un espace restreint ou de changer de couleur pour se camoufler. Une des formes de l'application de l'impression 4D dans les robots est l'intégration de capteurs et d'actionneurs. Ici, vous avez dans la figure en haut à gauche un actionneur thermique imprimé en 4D. On voit que lorsque l'élément intelligent change de forme, donc on a l'activation. Ensuite, en bas, vous avez un actionneur à rigidité variable imprimé en 3D avec un circuit de chauffage Joule intégré, donc qui permet, lorsqu'il est activé, de soulever un poids de 500 grammes. Et vous avez en face, ça c'est aussi laborieux, donc vous avez donc un polymère à mémoire de forme à base de polycarbonate, polycarprolactone, imprimé en 4D par la technologie DLP et doté de capacités de cicatrisation. Donc on voit que le composant se cicatrise lorsqu'il est sous la température, une température bien précise, donc il va se cicatriser. Des capacités de cicatrisation par la chaleur. Et bien sûr, donc, il conserve ses capacités de changement de forme, parce qu'il est fabriqué avec un polymère à mémoire de forme. Alors ensuite, dans cet exemple, un nouveau type d'actionneur utilisant un matériau composite souple intelligent et un alliage à mémoire de forme, AMF, pour créer des doigts artificiels qui imitent la flexion d'une main humaine. Donc ce qu'on voit sur la figure. J'ai d'autres applications, notamment ici, on va utiliser une valve régulatrice de flux sensible au pH. On voit que l'élément il va se gonfler, et en se gonflant, il va empêcher donc, le passage du fluide. En face, vous avez un connecteur intelligent à verrouillage. Donc lorsque le matériau se transforme ou se déforme, donc on a le contact qui se fait et le verrouillage aussi.
Alors, ça, c'est un exemple aussi qu'on peut utiliser en robotique. Donc, parfois, les robots font appel à des structures hiérarchiques qui combinent diverses formes de composants à changement de forme en un système. Donc, on voit le composant qui utilise des éléments intelligents à changement de forme, qui peut être associé sous forme d'un système qu'on peut utiliser comme un actionneur qui va soulever et déposer des objets. Alors, j'ai une autre vidéo, j'espère que ça va marcher. Merci. Bon. Non, ça n'a pas marché, donc on passe. Donc, il y a d'autres applications dans les domaines énergétiques et environnementaux. Normalement, on peut utiliser les matériaux à mémoire de forme dans les panneaux solaires, ça on l'a déjà évoqué. Dans les systèmes de récupération de l'énergie. On peut les utiliser aussi dans les bâtiments et infrastructures énergétiquement efficaces et réactifs. On a vu un exemple avec la cellulose qui permet de fabriquer des éléments qui permettent de créer de l'ombre et de changer de forme en fonction de la saison. On peut les utiliser dans les pales d'éoliennes à changement de forme pour une production d'énergie optimale, donc comme le cas pour les panneaux solaires. On peut utiliser aussi des matériaux intelligents pour le stockage et la distribution d'énergie. Alors, la technologie d'impression 4D actuelle a montré un potentiel d'application particulier, mais en tant que technologie qui existe depuis plus que 10 ans, elle nécessite encore une grande amélioration et des recherches supplémentaires pour libérer son potentiel. Les principaux défis qu'il faut relever peuvent être résumés comme suit. Alors, tout d'abord, la durabilité. Alors, suite à de nombreux cycles de déformation-récupération, le taux de récupération de forme des composants imprimés en 4D donc, ils ont une capacité de réponse qui diminue, où le composant ne répond plus. Et donc, des polymères à mémoire de forme améliorés afin d'améliorer la durabilité des composants imprimés en 4D doivent être développés. Alors, le problème de la réversibilité de la déformation. Alors, généralement, le processus de transformation est unidirectionnel, c'est-à-dire dans un seul sens. Alors, cela ne convient pas à certaines applications qui nécessitent une réponse répétée au stimuli, limitant ainsi la portée d'utilisation des composants imprimés en 4D. Alors, vous avez aussi des défis qui concernent un peu les méthodes de conception, car actuellement, le processus de conception des composants imprimés en 4D dépend principalement de l'expérience et des tests répétés des concepteurs. Donc, il est nécessaire de développer de nouvelles théories et méthodes de simulation capables de prédire avec précision la forme des composants après déformation. Le quatrième défi concerne la vitesse de réponse et la précision de contrôle, qui est difficile à atteindre surtout dans certains cas où les composants imprimés en 4D doivent avoir une vitesse de réponse rapide et une précision de contrôle élevée aux stimuli environnementaux. Par conséquent, de nouveaux matériaux intelligents et méthodes de contrôle doivent être trouvés pour élargir le scénario d'application de la technologie d'impression 4D. Bien sûr, on pense dans ce cas-là au mode de conduite magnétique, qui est l'une des directions de recherche possibles. Enfin, vous avez le mode de changement des composants imprimés en 4D. Le mode de changement de la technologie d'impression 4D se concentre principalement sur la déformation du composant. Et donc, il faut trouver de nouveaux modes de changement des propriétés, par exemple physiques et chimiques. On a vu le changement de couleur du composant doivent être trouvés pour élargir considérablement le domaine d'application de la technologie 4D. Et il y a d'autres défis qu'il faut aussi relever. On va essayer de les citer. Pardon. Il y a le problème des locaux et l'accessibilité. Donc le coût de cette technologie il est un peu prohibitif, ce qui limite leur adoption à grande échelle. Il y a aussi le besoin de trouver de nouveaux matériaux qui donnent une transformation rapide, précise, prévisible, contrôlable et répétable, d'accord, et qui sont durables sur le plan environnemental. Il faut explorer d'autres techniques d'impression qui sont plus précises, évolutives, qui intègrent des matériaux, parce que pas tous les matériaux sont imprimables, donc il faut trouver d'autres procédés qui permettent d'imprimer des matériaux nouveaux.
Il faut développer les outils de conception et de simulation, donc pour un peu prédire, d'accord, et optimiser les objets imprimés, visualiser les propriétés des matériaux. Il faut aussi la collaboration entre plusieurs acteurs, donc les chercheurs, ingénieurs, les scientifiques, des matériaux et les concepteurs pour favoriser l'innovation et relever les défis dont on parle aujourd'hui. Il faut collaborer avec l'intelligence artificielle, c'est une voie intéressante parce que ça va permettre de réaliser des modélisations et des simulations prédictives. Et puis enfin la réglementation et la normalisation qui va résoudre les problèmes qui sont liés à la sécurité, la propriété intellectuelle et la certification. Et puis il faut disposer de méthodes de protocoles d'essais normalisés pour garantir la fiabilité et la cohérence des objets imprimés en 4D. Donc voici quelques références qui ont servi à élaborer ce document. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, professeur Gilbert, pour cette riche présentation. C'était très intéressant. En passant maintenant aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout. J'attends une réponse très compliquée. Une question très... Je voulais juste savoir, c'est hyper intéressant. Merci. Donc c'est vraiment très intéressant de voir tout ce qu'on a vu, ça fait rêver, en particulier pour l'architecture, pour la santé, etc. Mais je voulais juste savoir, aujourd'hui, on est le 22 avril, journée de la Terre, si je sors d'ici et je vais vous voir dans votre labo ou je vais voir quelqu'un, qu'est-ce que je peux concrètement sortir de ce labo aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des technos, parce que vous avez montré beaucoup de prototypes, vous avez parlé de beaucoup de contraintes, et donc je voulais savoir qu'est-ce qui existe au stade de production. Bon. Par exemple, ce qu'on peut mettre en œuvre rapidement, c'est de pouvoir élaborer des filaments renforcés par des matériaux qui sont intelligents et qu'on peut utiliser dans des applications industrielles. Ça, on peut le faire. D'accord ? Donc, par exemple, moi-même, j'ai un étudiant qui travaille sur un filament renforcé par la cellulose et qui est censé détecter l'humidité et donc être utilisé dans des applications comme les robots, les machines et même dans la médecine. Donc ça, on peut le faire. Le problème par rapport à ces technologies, c'est que élaborer un matériau intelligent, c'est pas évident. Deuxièmement, les techniques pour l'élaborer, côté machine, caractérisation, etc., ça demande un investissement en machine, en matériel qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, en plus de la recherche qu'il faut faire pour pouvoir arriver à élaborer des matériaux intelligents qui sont biocompatibles pour la médecine, peut-être d'autres caractéristiques dans d'autres domaines. Donc, il y a beaucoup de contraintes par rapport à ça. Ce n'est pas évident, ça demande un investissement en matériel, ça demande un investissement au niveau de la recherche scientifique. Mais il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui. Par exemple, le projet que vous avez montré sur la Elle est réelle, oui. C'est un musée où on l'a appliqué. Ce sont des chercheurs allemands qui l'ont mis au point. C'est réel. Il y a un autre projet similaire qui s'appelle EgroSkyne. C'est basé sur le même principe. D'accord ? Donc, ils ont pu intégrer ces éléments dans des bâtiments pour un peu une question d'efficacité énergétique, réduire la dépense en énergie, l'efficacité énergétique, etc. Donc, c'est possible. Donc, il y a des applications dans ce sens-là. Mais dans la médecine, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a la question de la biocompatibilité qui entre en jeu. Il y a d'autres contraintes qu'il faut toujours vérifier avant la mise en œuvre de la solution. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour la présentation très instructive et passionnante. J'ai une question sur l'intensité des stimuli nécessaires pour faire changer de forme un objet. On est dans quel ordre de grandeur ? Pour la température, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que 1 ou 2 degrés de différence peut totalement changer la forme d'un objet ? Ou il faut parler de dizaines de degrés ? Ça dépend de la matière que vous allez mettre en jeu dans nos composants intelligents. Mais je peux vous parler, par exemple, par rapport à la cellulose, c'est que
lorsque la variation de l'humidité elle est petite, on n'arrive pas à distinguer la variation. Donc il faut disposer de moyens très précis pour pouvoir voir est-ce que la cellulose a été déformée ou pas. Et aussi dépend de la quantité de cellulose que vous allez mettre dans le composant. Et donc par rapport à la température, je n'ai vraiment pas de réponse, mais je peux vous répondre par rapport à d'autres choses. Parce que du coup, est-ce qu'on peut espérer produire de l'énergie avec des mouvements, juste avec un tout petit peu de... En changeant la température très légèrement, est-ce qu'on peut espérer générer de l'énergie avec des mouvements? À mon avis, ça va être très très compliqué. D'accord. Très compliqué. Okay. Vous pouvez répondre? Oui. Parce qu'on fait ce genre de choses dans mon labo. Générer de l'énergie, on a vu beaucoup de projets où on imagine des gens qui marchent sur des dalles, puis ça génère de l'énergie. Ça marche pas. Mais avec des stimuli parfois pas très importants, comme juste la lumière du soleil, si on travaille sur des films, on a assez d'énergie pour que le film change de forme, comme le projet SolarGate qu'on a vu. Mais comme générer de l'énergie qu'on va récolter et en quantité significative pour faire autre chose qu'allumer une toute petite LED qu'on voit à 10 mètres et pas plus loin, non, ça c'est... générer plus d'énergie que c'est nécessaire pour produire le stimuli. Oui. En fait, on va généralement générer beaucoup moins. C'est très peu efficace. C'est pas évident. Pourcent, ce qu'on récolte, par pourcentage single digit là, par rapport à ce qu'on donne comme énergie. Mais ça fait des belles vidéos, ça fait des belles photos. Donc on voit tout le temps ça dans les magazines et dans les journaux télé. Ils fabriquent des dalles, on marche dessus, ça fait de l'énergie. Ça fait pas vraiment d'énergie. Okay, merci. Oui, il y a une autre question. En fait, merci beaucoup pour cette présentation. Dans les mythos, est-ce que ça existe le 4D ou non? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour les défis, vous avez présenté, la dernière point, sécurité des matériaux. Je n'ai pas bien compris, c'est quoi la sécurité des matériaux en tant que défi? Ou juste la troisième question, juste une remarque par rapport à tout ce qui est médical. Généralement, parce que je travaille un peu dans ce domaine, généralement, on parle de la bioactivité plus que la biocompatibilité. Parce que la bioactivité, elle englobe déjà la bioactivité. Et un matériau doit être bioactif. Donc, antiviral, tout ça. Donc, cytotoxicité, etc. Et ça englobe la bioactivité. Parce s'il est déjà bioactif, il est biocompatible. Et c'est tout. Oui. Oui, donc le problème de la sécurité, c'est l'exemple que vous avez donné. C'est que dans la médecine, il faut faire attention à ce qu'on utilise comme matériau intelligent et l'effet qu'il aura sur la santé du patient. Donc si on n'utilise pas un matériau dont on ne peut pas vérifier la bioactivité de l'eau ou la biocompatibilité, on risque d'avoir des problèmes. Et donc il faut que les matériaux utilisés respectent vraiment une norme bien précise pour un peu... et une réglementation qui permet de sécuriser l'emploi de l'eau dans les applications. D'accord. Okay. Et pour le mytho, est-ce qu'il y a... À ma connaissance, c'est surtout les polymères qui sont... À ma connaissance, les matériaux... Donc ça n'existe pas de 4D pour les... Les cas que j'ai présentés, c'est surtout des polystères, de la cellulose, de l'hydrogel. On parle aussi... on a présenté des matériaux intelligents comme les alliages à mémoire de forme, qui sont utilisés aussi. Les polymères à mémoire de forme qui sont utilisés. Ok, merci. Merci.